Henri, un très, très grand merci de nous rejoindre sur ce 15e podcast dans la tête d'un pro en Silicon Valley. C'est mon honneur et mon plaisir, mon cher ami. Alors Henri, patron des ventes monde pour de grands, grands groupes comme NetApp, SanDisk, IBM, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques secondes? Oui, bien sûr. Henri Richard, j'ai démarré ma carrière en faisant de la programmation à Paris. J'ai monté une SS2I que j'ai vendue. J'ai rejoint un distributeur qui était une boîte publique française, Métrologie, en charge de leur ligne de produits Intel. On a bien cartonné. Des transfuges de métrologie sont partis dans une petite boîte qui était en montée stratosphérique ici dans la vallée, qui s'appelait Conner Peripheral, qui était créé par des transfuges de Seagate. Ils m'ont invité à venir les rejoindre. J'avais la responsabilité de l'Europe du Sud, et puis l'Europe du Sud est devenue la plus belle région, donc ils m'ont donné toute l'Europe. On a été racheté par Seagate. J'ai fait 2 années chez Seagate. Et un de nos distributeurs les plus exotiques, qui était basé à Istanbul, m'a offert de venir les rejoindre pour les aider à vendre la boîte. Et puis, ça a été le coup de chance. Je les ai rejoints, ils m'ont donné un bout de la boîte et on l'a vendue au bout de 9 mois. Et donc là, j'ai pris mes clics et mes claques, ma famille, et je suis venu m'installer dans la vallée avec IBM, qui était un de nos partenaires et qui, lorsque nous avons vendu la société, m'ont demandé de venir les aider parce qu'ils étaient impressionnés par la croissance du chiffre d'affaires. Donc, je me suis installé ici dans la vallée avec IBM, comme beaucoup de gens dans la vallée aux alentours des années 2001. 2000-2001, c'était le moment de faire des startups. J'ai été faire une startup, invité aussi par des transfuges d'IBM. On a imprimé notre S1 et une semaine avant le marché public, on a eu 9/11. Et donc, la boîte n'a jamais été publique. Donc, pendant une semaine, je pensais que j'allais me retirer très, très tôt dans ma carrière. Et on a vendu la boîte. On a vendu la moitié de la boîte à Borland et l'autre moitié à Oracle. Et au milieu de cette transaction, j'ai eu un coup de fil d'AMD qui m'a demandé de venir les aider. Donc, je suis passé chez AMD. On a eu 7 très, très bonnes années contre Intel, là où on a pu vraiment mettre la pression. Et puis ensuite, je voulais changer un peu de secteur, et donc j'ai rejoint Freescale Semiconductor, qui était en fait le spin-out de Motorola. Une boîte qui était passée au privé, qui était en difficulté financière importante. Et on l'a remise d'équerre, et en 2011, on l'a remise sur le marché public au travers d'une opportunité par des amis. SanDisk est venu me chercher. J'étais à peu près convaincu que j'allais finir ma carrière chez SanDisk, et à la fin d'un mauvais trimestre lié à une transaction qui n'a pas pu se conclure, on a été obligé de vendre à Western Digital. En plein milieu de cette transaction-là, j'ai eu un coup de téléphone d'un ami qui était allé chez NetApp et qui m'a dit qu'ils auraient peut-être besoin de moi. Donc, j'ai rencontré leur CEO que je ne connaissais pas, Georges Curian, et puis le reste nous amène à aujourd'hui. J'avais promis 4 ans, et ce vendredi, je prends ma retraite, cette fois-ci, pour de bon. Alors Henri, démarrons par NetApp si tu veux bien. Donc 4 ans NetApp. La taille de ton orgue, quelle est-elle? Oui, alors NetApp, donc un des piliers du stockage dans l'industrie, une boîte de 10 000 personnes, 6 milliards de chiffre d'affaires, dont 6 000 dans mon organisation, répartis entre vendeurs, pré-vente, après-vente, professional service, maintenance et support, et puis bien sûr opération. Avec une présence dans plus de 108 pays. Tu démarres il y a 4 ans chez NetApp, tu as 6000 people dans ton org. Tu démarres par quoi? Tu sais, j'ai failli ne pas démarrer parce qu'en fait, je peux donner une anecdote. Quelques mois avant de rencontrer Georges Curian, que je ne connaissais pas, en tant que patron des ventes mondiales chez SanDisk, NetApp était un de mes clients. Et je venais de terminer un meeting tellement déprimant parce qu'ils étaient tellement en retard sur l'adoption de la technologie flash dans le stockage que je disais à mon vendeur, on était sur le parking du building qui allait devenir mon building, le building des ventes et du marketing à NetApp. Et je dis à mon vendeur, écoute, je ne reviens plus jamais les voir, ils sont trop cons. C'était intéressant parce que moi, j'aime bien
prendre des sujets difficiles. NetApp, à l'époque, quand tu vas il y a 4 ans, c'était dans la plupart des magazines la boîte qui allait être rachetée ou qui allait disparaître. Et donc, la première chose à faire en arrivant, c'était de prendre le pouls de l'organisation qui était un petit peu désorientée, et puis de déterminer de façon très très claire les objectifs, ou je dirais l'objectif principal, de façon à pouvoir immédiatement avoir des résultats pour stabiliser la situation. Le problème que la société avait était un problème double. D'une part, un manque de focus sur le succès en flash, et puis d'autre part, l'autre grand risque, je dirais plus stratégique que tactique, le risque du cloud public, et le fait que tout le monde disait qu'éventuellement, plus personne n'aurait de data center et tous les équipements et toutes les données seraient soit chez Amazon, Google ou Microsoft. Il était très important pour les 10 000 employés de NetApp de comprendre que même si à chaque fois qu'ils ouvraient un magazine, on leur disait que le public cloud allait les tuer, il fallait ouvrir leur esprit à quelles étaient les opportunités de partenariat avec le cloud public qui permettraient de réinventer NetApp. Qu'est-ce qui t'a agréablement surpris une fois que tu as développé tes idées, ta vision, et parallèlement, quel type de frein tu as rencontré? Alors, NetApp avait un avantage clair dès que tu rejoins la société, tu t'en rends compte immédiatement, c'est un respect sincère et profond du client. C'est un marché qui est quand même essentiellement un duopoly. Les clients finaux et les partenaires, qui sont un élément très important du go-to-market, ont besoin d'alternatives. Et quand tu regardes le marché, si ce n'est pas NetApp, c'est TMC. Oui, il y a un peu de Pure, oui, il y a un peu de Nutanix, oui, il y a un peu d'IBM, oui, il y a un peu d'HP, mais dans la plupart des cas, pour des situations complexes, dans des grandes entreprises qui ont besoin de solutions de stockage évoluées, c'est soit IMC, soit NetApp. Et donc, de facto, lorsque dans une situation telle que celle-là, même si un des partenaires du marché a un passage à vide, comme c'était le cas pour NetApp, les clients et les partenaires de distribution ont tendance à le supporter et à être patients parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de ce choix. La deuxième chose que j'ai découvert en arrivant, c'est que bien que le cloud public était un risque important, la société n'avait pas attendu que ce risque devienne si critique pour démarrer le développement des produits qui nous permettraient d'utiliser le cloud public. Et ça, c'était une information qui, à l'époque, n'était pas une information publique, bien sûr. Et donc, quand j'ai fait mon analyse et que j'ai vu qu'on avait quand même déjà un bon départ pour porter notre technologie dans le cloud public, je savais qu'il y avait en fait une démarche avec 2 pas. Le premier pas, c'était de stabiliser la boîte. Il fallait récupérer le chiffre d'affaires, augmenter la marge brute, réduire les coûts et donc rétablir la crédibilité de NetApp dans son cœur de cible, qui était une boîte de stockage de données. Et puis, je savais qu'il y allait avoir une deuxième vague lorsque les produits et les accords de partenariat seraient complétés avec les acteurs du cloud public qui nous donneraient la deuxième vague d'accélération. En fait, c'est ce qui s'est passé. Donc, les 18-24 premiers mois, c'était surtout axé sur nettoyer la situation sur le business traditionnel pendant que nous préparions une deuxième vague avec le cloud. Sur cette dernière année, des challenges assez importants, on pourra en parler, mais qui ne changent rien sur, je dirais, la vue stratégique que j'ai du développement de la société et les possibilités que le cloud public offre à NetApp, un domaine dans lequel la boîte est vraiment très différenciée par rapport à sa compétition. On vient de discuter de 4 ans avec ce que je vais appeler du vent de face, avec mettre en place une ligne stratégique pour justement transformer ce vent de face en tailwind. Chez AMD ou bien chez SanDisk, de mémoire, tu avais à ce moment-là plutôt le vent dans le dos. Est-ce que tu peux avoir exactement la même conversation, mais c'est tu arrives dans des boîtes qui grossissent, qui gagnent des parts de marché? Quelle est ta ligne stratégique? Quels sont les enjeux? Quelles sont tes priorités? En tant que patron des ventes mondiales, la première chose, une fois que tu as un plan stratégique qui, on espère, est gagnant,
il faut être sûr d'avoir les joueurs qui sont capables de l'exécuter. Et là, je vais te donner deux extrêmes. Je suis arrivé chez AMD dans une situation où il fallait vraiment regarder au-dessus de son épaule toutes les secondes. Et donc, j'avais à l'époque une organisation de 13 direct reports et j'ai changé les 13 éléments en l'espace de 3 ans. Donc, c'est un par trimestre. Et complètement à l'opposé, en arrivant chez Freescale, une situation qui était difficile également, j'ai changé une personne en 3 ans. Donc, j'ai pas une méthode, je n'amène pas mon équipe. Ce que je fais, c'est que j'arrive et j'essaye d'évaluer les personnes, mais pas dans le contexte que je trouve, mais dans le contexte dans lequel j'espère pouvoir emmener la boîte. Parce que sinon, c'est très facile d'arriver dans une boîte qui est en difficulté et de déterminer que tous les gens que tu as qui font partie de ton organisation au niveau du management sont probablement coupables, même si c'est vrai de toute façon dans un certain pourcentage. Ce qu'il faut, c'est essayer de se représenter la valeur et les capacités de tes collaborateurs dans le contexte d'une stratégie gagnante. Et donc, dans ce cas-là, tu détermines si tu as les bonnes personnes ou pas. La deuxième chose que j'essaye de faire de façon systématique, parce que j'arrive souvent dans des situations difficiles, c'est qu'il faut rétablir la confiance des gens en eux-mêmes. Et pour ça, ils ont besoin d'un patron qu'ils seront protégés. Et donc, moi, j'ai deux principes. Le premier, c'est que ce qui se passe au-dessus avec mes peers reste avec moi. Je suis le premier défendeur de l'équipe avec les défauts et les qualités qu'elle a. Et deuxièmement, il faut renforcer le sens d'achievement de ton équipe. C'est-à-dire que moi, je définis mon rôle comme étant un rideau très noir devant lequel mes étoiles peuvent briller. C'est-à-dire d'essayer d'effacer au mieux que je peux ma présence, ma contribution, pour montrer que l'équipe qui souvent est sur la défensive, qui souvent est critiquée parce que la situation s'est dégradée, en fait, le plus souvent, ce n'est pas tellement les membres de l'équipe qui sont le problème, c'est la stratégie qui a été évaluée et implémentée par la société. Donc, le deuxième élément qui est important, c'est de s'assurer que tu as une performance maximale de l'équipe que tu hérites. Et très souvent, dans des sociétés qui sont en difficulté, le premier problème, ce n'est pas la qualité intrinsèque de tes collaborateurs, c'est le fait qu'ils ont perdu confiance en leur capacité de réussite. Et donc, rétablir cette confiance est fondamental, à mon avis, parce que, encore une fois, pour pouvoir juger les gens, il faut les mettre dans les meilleures conditions avec une bonne stratégie. Et la stratégie, ça prend du temps. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est s'assurer que quand tu juges quelqu'un, tu l'as mis dans des conditions de confiance et d'exécution qui te montrent le meilleur côté de cette personne. Parce que souvent, dans ces grosses boîtes, les gens ont tendance à, bien sûr, naturellement arriver à leur principe de Peters, mais aussi parce que tu as souvent, quand la situation devient difficile, un manque de courage à faire des changements. Comment tu fais pour rétablir la confiance pour les personnes qui travaillent avec toi? Quelle est ta méthodologie? Et puis la seconde, tu parles de Peters. Tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, en particulier ici aux États-Unis, en Silicon Valley? Oui, le principe de Peters, c'est le fait que naturellement, tout individu a tendance à s'élever jusqu'à son niveau d'incompétence, moi y compris. Sur la question principale, tu sais, établir la confiance, bien sûr, il y a un aspect personnel, il y a un aspect culturel, mais pour moi, la méthode, elle est simple. Hein. Je demande aux collaborateurs de définir en leurs termes qu'est-ce qu'est le succès. Et bien sûr, en étant réaliste. On ne peut pas passer d'une boîte qui est en décroissance double digit à une boîte qui va gagner des parts de marché. Tout prend du temps. Mais à partir du moment où tu peux donner à tes collaborateurs une opportunité de définir le succès dans leurs termes, d'abord, il y a un sens de responsabilité par rapport à ce commitment qu'ils prennent qui est très important et qui est très fructueux. Et deuxièmement, ça te permet de juger également de façon assez sereine et claire de la vitesse à laquelle tu peux remettre
le véhicule sur les rails. De bons collaborateurs ont tendance à battre les objectifs qu'ils t'ont donnés, alors que si tu fais du tops-down sans écouter, en disant, ben voilà, le board ou le CEO ou le CFO a décidé que c'est ça les chiffres, ben, il y a un manque il y a souvent un manque de réalisme et il y a surtout un manque de commitment par rapport à ces objectifs. Il n'y a rien qu'un bon trimestre ne peut réparer. Et donc, la première chose à faire quand tu arrives dans une situation difficile, c'est de s'assurer il faut fixer la barre minimale de succès et donner, encore une fois, à toute l'équipe, bien sûr tes direct reports, mais à toute l'équipe, un sens de succès. Et il faut changer le narratif. Le succès, ce n'est plus peut-être d'avoir une croissance par rapport à l'année précédente. C'est quoi une relation gagnante entre toi, EVP Sales, avec le CFO, avec le COO, avec le CEO? Quelle est la dynamique dans les headquarters de 10 000 et plus d'employés? Mon succès est défini par le succès de mon boss. Donc, quand je me lève le matin, mon objectif, c'est que le CEO de la boîte soit successful. Et là, on connaît bien les métriques. C'est le chiffre d'affaires, c'est l'EPS, c'est l'OPEX, c'est peut-être des objectifs qualitatifs qu'il a définis par rapport aux actionnaires. C'est ce qu'on dit au board. Mais ça reste pour moi la priorité. Parce que j'ai trop souvent eu l'expérience d'une boîte dans laquelle le CEO est sur une situation difficile et ça rend la vie difficile pour toute la boîte. Donc, il est important d'avoir un CEO qui est bien assis, bien en contrôle, respecté par les actionnaires, par le board et par les employés. Donc ça, c'est le job numéro 1. Avec les autres membres du CEO staff, la dynamique est variée. La part la plus importante pour moi de mon job, c'est d'être la voix du marché. Et je te dirais que si j'avais à faire une analyse de mes 40 ans de carrière et que je pense à ce que j'ai fait le mieux et ce que j'ai fait le moins bien, c'est certainement d'être la voix du marché où j'ai eu le plus de challenges. Non pas parce que je ne suis pas capable d'écouter, non pas parce que je ne connaissais pas les besoins du marché, mais parce qu'il est très, très difficile de faire bouger les équipes d'engineering. Et quand je regarde dans le courant de ma carrière les bons trimestres et les mauvais trimestres, ils ont été beaucoup plus souvent le résultat d'un problème produit que des erreurs de déploiement de vendeurs, de plans de commission ou de budget d'attribution. En général, ce qui se passe, c'est que le produit commence à déraper et tu n'es pas suffisamment agressif ou pas suffisamment clair sur ce qui doit être prioritisé. Et donc, tu te retrouves avec une situation difficile parce qu'une fois que le produit, bien sûr, ne répond pas aux attentes des clients, les ventes deviennent beaucoup plus compliquées. Donc, ça, c'est un aspect qui est très important. Et dans ces très grosses boîtes, il y a une inertie énorme. Même si tu as une bonne relation avec le patron d'une ligne de produit, si intrinsèquement, et c'était le cas chez NetApp par exemple, si intrinsèquement l'équipe d'engineering est convaincue qu'ils ont une clarté sur le nord magnétique et que c'est la direction dans laquelle il faut amener le produit, et même s'ils ont tort, c'est très 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 difficile d'avoir, dans le cas de NetApp, 4000 ingénieurs changer de cap. Il faut être brutal, dans certains cas, en fonction de la culture de la boîte, tu peux te permettre d'être, chez Oracle, tu serais très brutal. Dans d'autres cas, comme IBM ou NetApp, avec des cultures beaucoup plus gentilles, beaucoup plus douces, il faut essayer l'humour marche souvent plus vite que le bâton. Pour le patron des ventes mondiales, ça reste à mon avis le plus gros challenge. S'assurer que le produit évolue à la vitesse et dans la direction nécessaire. Très clair. Alors Henri, on a parlé de tes peers. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de région. Et évidemment, c'est un podcast en français pour nos amis français et européens. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vision en tant que patron des ventes monde? C'est quoi l'Europe? Et dans l'Europe, c'est quoi la France? La plupart des organisations sont autour de 3 régions, avec des spécificités très particulières, bien que moi j'ai toujours été de l'opinion que l'Asia-Pacifique, ce n'est pas une région, parce qu'il y a tellement de différences entre le marché japonais, le marché coréen, la Chine, bien entendu, et le reste de l'Asie-Pacifique, que c'est difficile de parler de région. L'Europe est un peu plus homogène, bien que, on le sait, dans certains cas, c'est plus une image qu'une réalité.
Donc, je vais en parler en plus de détails. Et puis, tu as les États-Unis, où, bien entendu, il y a une forte homogénéité. On pourrait dire trop d'homogénéité. Alors, sur l'Europe, la perception des Américains, c'est bien sûr que, et de façon générale, le chiffre est fait par les Allemands. Et quand tu n'as pas une forte présence sur le marché allemand, tu vas en général avoir une très faible performance de la région Europe. Donc, ils sont dominants, de façon générale, ils sont dominants en termes de feedback, ils sont dominants en termes de chiffres. L'Angleterre est en général le numéro 2, avec bien sûr la facilité de communication, de langage, etc. Et la France est numéro 3. Et plus souvent que nécessaire, je vois un manque d'adaptation aux différences culturelles. C'est souvent le cas parce que, comme tu le sais, les Américains ne sont pas toujours de très grands voyageurs. De façon générale, les équipes françaises sont très créatives. Il y a beaucoup à apprendre, il y a beaucoup à écouter. Et les Anglais ont tendance à être dans le sillage des Américains, avec pas forcément beaucoup de créativité. Les Allemands font ce qu'ils veulent, de façon générale, surtout s'ils sont successful. Donc, c'est très, très difficile de changer une culture allemande s'ils sont sur le top de leurs chiffres. Mais les Français sont malléables, ouverts. Et pour moi, ça a toujours été un grand plaisir, bien entendu, de travailler avec mes équipes françaises et d'essayer de leur donner un peu plus de présence, au moins au niveau de la stratégie Europe, si ce n'est la stratégie mondiale. Il y a quand même un stigma français dans le management américain. C'est un pays où les gens ne travaillent pas beaucoup, prennent beaucoup de vacances, et un pays où il est très cher de faire du business à cause des protections sociales étendues et des complexités de changement de périmètre. Henri, en termes de communication, top-down et bottom-up, quand tu as ton patron des ventes monde qui communique avec toi, patron des ventes France, est-ce qu'il y a des clés de succès dans un sens comme dans l'autre pour permettre une très bonne collaboration? Moi, j'ai toujours été en faveur d'organiser un maximum de visites, non pas juste de collaborateurs, mais des clients et partenaires au headquarter. Parce que tu te rends compte que lorsque tu amènes des gens de qualité, et Dieu sait qu'il y en a énormément en France, et que tu les mets devant des exécutifs américains qui n'ont pas forcément une bonne compréhension de l'évolution du marché français, c'est toujours une expérience positive. Dans mes fonctions, je me suis toujours assuré d'avoir une visite au moins trimestrielle dans chacun des grands pays qui faisaient partie de mon business. Et c'est important de se rappeler que même si beaucoup de nos collaborateurs dans les boîtes américaines de technologie parlent l'anglais correctement ou très bien, ce n'est pas le cas des clients. Si tu devais démarrer ta carrière chez NetApp, tu as 35 ans et tu es GM NetApp France. Quelle serait ta stratégie pour communiquer avec NetApp Headquarter? Il est important d'établir le plus possible une image différente des stéréotypes qui sont quand même très, très présents. Et par exemple, tu parlais de carrière, le go-to normal pour le patron de l'Europe, ce n'est pas un Français. Pas par défaut. Et donc, ce n'est pas juste, parce que dans certains cas, c'est peut-être le meilleur élément de l'équipe européenne. Donc, il y a vraiment une importance à challenger ces stéréotypes. Deuxièmement, il y a beaucoup à faire en termes d'innovation. Moi, je crois sincèrement à l'innovation française, à la capacité, particulièrement dans le logiciel, de faire des choses uniques, mais aussi dans les domaines industriels. On est quand même, il y a beaucoup de secteurs où les technologies françaises sont des leaders mondiaux. Et ça, les gens ont tendance à l'oublier. Et puis, je crois que il est important aussi de garder sa spécificité. Et bon, moi, j'ai toujours eu une marque à l'intérieur des sociétés dans lesquelles j'ai eu le plaisir de travailler, qui était attachée à la nourriture, au bon vin, à la belle vie. Et donc, je pense qu'il ne faut pas essayer de s'américaniser. Hein. Il faut être honnête, il faut être sincère, il faut être français. Très, très clair. Alors, tu as parlé de futur. C'est une super transition pour la dernière partie de notre conversation qui est autour du futur des sales org. Donc,
chez NetApp, chez AMD, tu avais non seulement les vendeurs, mais Customer Success, support, pre-sales. Quelle est ta vision? Si tu veux nous parler un petit peu de ce que tu as observé en termes d'évolution sur ces dernières années, sur ces 10-20 dernières années, et si tu devais mettre un ticket sur les 5-10 prochaines, à quoi va ressembler une Global Sales Organization? C'est une très bonne question et je vais te dire, c'est probablement le sujet qui m'intéresse le plus là, pour les 12 à 18 prochains mois. Et quoi que je fasse dans ma retraite, je vais peut-être rester un peu engagé sur des projets de transformation d'équipe de vente. Moi, j'ai toujours été très favorable à ce qu'on appelle virtual sales aux États-Unis, on va dire télévente, télésupport, télétraitement, pour une raison simple. Je me considère vraiment comme quelqu'un d'âgé maintenant et tous les jours, si je peux dans ma vie privée me passer de l'interface avec un vendeur, je le fais. Pour moi, la sélection d'un fournisseur, elle est au travers de la qualité de son site web, la simplicité de compréhension du produit, la capacité d'auto-éducation au travers de ce qu'il a mis sur YouTube, la facilité de service si jamais il y a un problème avec le produit. Et si je peux faire tout cela sans jamais parler à quiconque, pour moi, c'est le top. Et je sais que c'est paradoxal d'avoir été patron des ventes pendant 40 ans et de dire que la meilleure chose qui puisse arriver, c'est qu'il n'y ait pas de vendeur. Mais c'est vraiment ce que je pense. Et donc, moi, j'ai toujours poussé sur deux aspects. D'une part, donc, quels sont les outils, quel est le niveau d'investissement de la société dans laquelle tu travailles en termes d'automatisation du process de vente, de façon à ce que, non pas pour éliminer les vendeurs, mais pour que les vendeurs aient un job plus intéressant, qui est un job de relation. Et deuxièmement, une injection constante de sans frais dans l'équipe. Et donc, par exemple, chez NetApp, moi, j'ai créé ce qu'on appelle la S3 Academy, où j'injectais automatiquement 150 à 200 personnes par an au bas de la pyramide, au travers de college grads. Maintenant, fast forward to COVID-19, j'ai vu au travers des 3 derniers mois un niveau de transformation d'état d'esprit que je n'ai jamais vu dans ma carrière. Et c'est pour ça que d'un côté, je suis super content de prendre ma retraite, d'un autre côté, je suis un peu triste parce que, prenons le cas de NetApp, j'avais des collaborateurs progressistes, pas résistants vraiment au changement, mais absolument convaincus profondément que le type de transactions que nous avons chez NetApp, qui sont des transactions qui sont souvent de dizaines de millions de dollars, ne peuvent pas être faites par téléphone ou au travers d'un Zoom, impliquent automatiquement des visites chez le client. Et puis, tu vois bien que non seulement chez NetApp, mais sur l'ensemble de l'industrie, sur les 3 derniers mois, il n'y a pas eu beaucoup de visites clients. Et dans certains cas, les ventes ne sont même pas en baisse. Donc, je pense qu'il y avait des idées préconçues qui ont été complètement détruites ces 3 ou 4 derniers mois et qui vont engager une transformation en termes de go-to-market comme on n'aura jamais vu dans l'industrie ces 10 dernières années. Il va y avoir une demande au niveau des outils d'informatique pour les forces de vente qui vont exploser. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la quantité de vendeurs qui est importante, c'est la capacité de mettre tes vendeurs dans les meilleures conditions de succès possibles. Deuxièmement, et ça paraît évident, quand tu as une organisation mondiale et que tu as, on va dire, un client ici dans la Silicon Valley avec un problème spécifique, la réalité, c'est que ton support de vente, après-vente, avant-vente, ton expert de service qui sont ici dans la vallée ne sont pas forcément les meilleurs dans le monde sur ce problème pratique. Mais lorsque tu passes en virtuel, tu peux te permettre d'avoir un catalogue d'ensemble de tes collaborateurs et devant un problème client spécifique, de vraiment amener les meilleures personnes au monde, où qu'elles soient et quelles qu'elles soient. Et donc, le gain de productivité est immédiat. Les ventes virtuelles totales, c'est-à-dire de ne jamais parler à quelqu'un, vont représenter un pourcentage important, de plus en plus important des transactions. Les ventes virtuelles avec une interaction au travers de vidéoconférences, à mon avis, seront l'autre grande partie. Et on va se retrouver, si ma vision se réalise, avec une petite
un petit pourcentage de transactions en face-to-face. Et je vais te donner un exemple qui m'a beaucoup plu cette semaine. Sur un panel, on parlait de best practice dans le cadre de télévente. Il y a une équipe de vente qui est très smart. Ce qu'ils font, c'est qu'ils déterminent si le client, bien sûr, boit de l'alcool ou pas. Et en fonction de cela, ils envoient à leurs clients pour le meeting Zoom une bouteille et un verre. Et ils ont la même bouteille et le verre de leur côté. Et tu te rends compte que tu n'aurais jamais pu avoir un verre de vin pour discuter d'une affaire avec un client dans leur bureau. Mais là, maintenant, tu es chez toi, le client est chez lui, un verre de vin. Un bon vendeur va établir une relation beaucoup plus proche et avec un niveau de protection, une barrière de protection du client beaucoup moins élevée dans un tel contexte. Un grand merci d'avoir pris le temps de nous parler un petit peu de ta vision du monde du sales, de ta vision de leader, sales leader, aussi bien global que local. C'était top. Mais c'est moi qui te remercie, Julien, et je serai attentif à l'ensemble de tes podcasts que j'ai vu ce qui s'est fait jusqu'à présent et j'étais très intimidé par mes prédécesseurs. Donc, merci de cette opportunité.